Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Je me présente, je suis Christophe Descamps, je dirige l'Innovative Platform au sein de La Française. La Française, en deux mots, c'est un asset manager cross-asset, donc qui dirige différentes classes d'actifs, immobilier, valeurs mobilières, gestion alternative, incubation, etc. Et le bien fondé de l'Innovative Platform au sein de La Française, c'est de faire une sorte d'incubateur interne, hein, c'est le sujet qu'on va évoquer aujourd'hui. Un incubateur interne qui va être basé sur deux leviers principaux. Le premier, l'intrapreneuriat. Donc l'idée, c'est qu'il faut que ça soit effectivement un concept qui vienne du sol. Le deuxième, c'est que ça doit être un levier du core business. Donc je m'explique, on est asset manager, c'est ça notre métier d'origine. Et donc on essaye de détecter des opportunités, de créer un métier connexe au nôtre d'origine en se basant sur une capacité d'avoir un avantage compétitif sur le marché qu'on va intégrer. Donc on va rentrer dans les exemples un peu plus concrets pour que ça soit un peu plus parlant. On a aujourd'hui deux business units qui tournent. On est en train de réfléchir à deux ou trois autres. La première, elle s'appelle MoneyOne. C'est un distributeur d'épargne en ligne. Donc qui vendent l'épargne via un canal digital. Le levier assez logique que l'on a, c'est qu'on est asset manager, donc producteur, et qu'on est aussi distributeur, donc commercialisateur. Et donc de ce fait, on a un levier compétitif vis-à-vis des seuls distributeurs, puisqu'on a une double marge qui nous permet de donner un avantage spécifique à notre client final, dans une logique de création de pédagogie, de démocratisation de l'épargne. Mes collègues y reviendront. Donc ça, c'est un premier levier. Le deuxième, c'est que vu qu'on est aussi producteur et distributeur, on a toute la chaîne de traitement informatique du producteur, et donc ça nous permet de venir digitaliser, de donner une accessibilité plus simple à des produits qui sont complexes, ce que ne peut pas faire un distributeur traditionnel. Donc ça nous permet de rentrer dans un marché qui est plus ou moins mature, avec un avantage compétitif instantané et qui n'est pas celui exclusivement d'être le pionnier. La deuxième business unit dont on va vous parler, elle s'appelle Newton Square. Elle fait du coworking. Et donc, je vous disais tout à l'heure qu'on avait une de nos classes d'actifs qui était l'immobilier. On gère à peu près 23 milliards d'euros, c'est plusieurs milliers d'actifs. Donc on a un panorama extrêmement lisible du marché, de ce qui se fait en termes et d'actifs et de locataires de ses propres actifs et leur manière de consommer un actif immobilier. Ça, c'est la première chose. Et donc, évidemment, ça nous aide à implémenter une stratégie de ce point de vue-là. Le second, c'est qu'évidemment, on a un accès au sourcing qui est privilégié. Donc voilà, et tout ça, en tout cas, moi, c'est ma conviction, c'est basé sur la réalité d'intrapreneuriat. Je crois que le titre, c'est Intrapreneuriat et vecteur de croissance. C'est un vecteur de croissance. Moi, j'en suis intimement convaincu, puisque, encore une fois, ça vient du sol, ça se diffuse à l'intérieur de l'entreprise, et c'est des gens qui sont ultra motivés dans la mise en place de leur activité, le tout en ayant un certain confort. On parle souvent d'intrapreneuriat, c'est pas tout à fait la même chose que l'entrepreneuriat, le cadre de risque n'est pas tout à fait le même, les levées de fonds ne sont pas tout à fait les mêmes, en tout cas pas dans la même logique. Donc ça permet de déployer quelque chose de manière assez spécifique, avec un degré de motivation spécifique. Et puis je conclurai là-dessus, avant de laisser la parole à mes camarades. Ce qui était fondamental pour nous aussi, c'est que quand on dit qu'on fait des métiers connexes à celui d'origine, mais qu'on utilise le levier de ce métier d'origine, nos métiers sont bien connexes, ils sont bien différents. Donc l'Innovative Platform que je dirige, elle est aussi composée de compétences qui sont obligatoirement dédiées. Donc ça, c'est extrêmement important. Nous, on est une activité assez régulée. On a du compliance, du juridique, on a aussi du marketing, de la communication, etc., etc. Tous ces métiers, ils doivent être dédiés à l'arrêté du métier qu'on fait nous, puisqu'il n'est pas le métier historique. Et donc c'est important, tout se spécialise aujourd'hui, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Donc voilà, donc je vais laisser la parole à mes acolytes et de MoneyOne et Newton Square, qui vont rentrer un peu plus dans le concret, dans la valeur ajoutée que ça génère pour eux, ce genre de mode opératoire. Merci Christophe, bonjour à tous, merci d'être là. Moi je suis Antoine Ferraillant, j'ai la chance de diriger donc une des deux business units que Christophe présentait. Et en l'occurrence, on est avec Adeline MoneyOne. Donc comme le disait Christophe, on est adossé à un groupe financier. On va essayer de rendre l'intervention sympa, parce que la finance, il y a un désavantage, c'est que le premier a priori, c'est qu'on est des voleurs, et le deuxième, c'est que notre métier est chiant. Donc on va essayer, rassurez-vous, on n'a rien à vendre. On vient là vraiment en pur échange sur l'expertise qu'on a et la chance de faire partie du groupe La Française et qui est dans cette logique d'intrapreneuriat. Donc je vais laisser Adeline vous présenter quel est notre cœur métier, comment on l'a développé depuis son origine. La Française, c'est un groupe qui a été créé en 1975 et qui a dû se réinventer face aux problématiques que l'on rencontre aujourd'hui au quotidien dans le marché. Les problématiques d'aujourd'hui sont bien évidemment pas celles qui existaient lors de la création de La Française. Donc on va partir
sur une brève présentation de notre cœur métier. Et après, je reviendrai sur comment on a réussi à leverager justement notre métier historique dans les problématiques que l'on a aujourd'hui. Bonjour à tous, Adeline Gauthier, je suis conseillère clientèle privée au sein de MoneyOne. Aujourd'hui, notre expertise métier au sein de MoneyOne, c'est d'accompagner nos clients dans le développement de leur patrimoine à travers des études patrimoniales qu'on réalise et de les conseiller dans le produit financier. J'ai perdu le fil, je suis désolée. La base métier de enfin, on était gestion privée, donc notre base métier, ça a toujours été de rencontrer des clients, d'être présent auprès d'eux lors d'une étude patrimoniale, etc., etc. Et ce qui a été fondamental pour nous, c'est que le réseau historique de la Française, ça a été l'intermédiation. Historiquement, nos clients ont toujours été des clients B2B, et on s'est dit, eh bien, si on arrive à digitaliser tout le parcours de souscription, pourquoi ne pas créer une business unit pour pouvoir proposer justement cette digitalisation auprès de nos clients finaux. Alors l'intrapreneuriat, elle a commencé ici. Je ne vous dis pas que ça a été simple, parce que imaginez la réaction d'un réseau de distribution historique qui a vu eh bien, une business unit vouloir couper l'intermédiaire, disrupter, on dit aujourd'hui, je crois que c'est le mot qui est bien à la mode, qui vient justement couper cet intermédiaire. Donc premier levier de bouclier, les commerciaux hystériques, de nous dire mais vous êtes des malades d'aller à l'encontre d'un réseau historique qui tourne, sur lequel il y a de très bons résultats. Pourquoi est-ce que vous voulez venir bousculer un mode de distribution qui marche bien et sur lequel, surtout, on a besoin d'interfaces humaines? Et c'était le rôle d'Adeline au tout départ. Donc on nous a dit dès le départ, ça ne marchera pas. Votre site internet, il ne marchera pas parce qu'on a besoin d'une interaction humaine justement. Dès lors que l'on parle d'argent, de patrimoine, on n'est pas certain que vous allez réussir à leverager et sincèrement, des gens vous faire confiance à travers une plateforme internet, c'est pas simple. On a fait le BP en 18 mois à peu près lors de la création de MoneyOne. Donc déjà le premier constat, c'est qu'effectivement il y avait un marché, et que dans ce processus de digitalisation, on a réussi à venir toucher la cible que l'on souhaitait. Et la deuxième contrepartie de ça, ça a été également de leverager le core business. Parce qu'une fois qu'on nous avait dit non, ça ne marchera pas, eh bien, on a vu que nos petits amis ont, eux, réussi à leverager leur activité à travers le processus de digitalisation qu'on a mis en place au sein de MoneyOne. Je vais juste rebondir 2 secondes là-dessus, c'est assez intéressant. La logique d'intrapreneuriat, le premier combat que vous allez, il est interne. Quand vous êtes entrepreneur, effectivement, vous créez un business, et après vous ne vous posez aucune question, votre seul et unique objectif, il est de le développer. Quand vous faites de l'intrapreneuriat, c'est exactement la même chose. Votre seul et unique objectif, il est de leverager votre business, sauf que vous êtes dans un environnement que vous ne pouvez pas nier. Et donc du coup, effectivement, vous avez mécaniquement, vous générez des résistances internes. Après, elles sont assez courtes en fait dans la réalité. Ce qu'évoquait Antoine, c'est qu'effectivement, nous, on estime qu'on n'est pas concurrent in fine des réseaux de distribution, puisqu'on ne fait pas tout à fait le même métier. La distribution digitalisée dans une logique de création de culture, de do-it-yourself, on y tient vraiment fort. C'est-à-dire que nous, notre objectif, il n'est pas d'être conseiller en gestion de patrimoine, enfin, entre guillemets, et donc de venir attaquer une clientèle exclusivement CSP+, qui a besoin de logique patrimoniale bien spécifique. Il est bien de venir dans une logique où on considère aujourd'hui que l'accessibilité à l'épargne, elle est pour tous, elle est plus optionnelle. Moi, j'aime bien faire des petits parallèles sur des choses assez concrètes et puis rebondir sur l'actualité. On parle beaucoup de la loi Pacte, des réformes des retraites, etc. Des choses assez simples à comprendre. Si vous êtes né après 75, de ce que je vois, c'est la plupart des gens qui sont ici. En gros, vous allez être assujetti à la réforme des retraites. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous voulez rester à iso-périmètre de pouvoir d'achat par rapport à ce qu'était la retraite en amont de cette réforme, vous allez devoir investir entre aujourd'hui et votre retraite 5% de votre revenu brut annuel pour venir compenser uniquement maintenir le même niveau de pouvoir d'achat que celui que vous aviez avant la réforme. Étant entendu qu'avant la réforme, en gros, vous touchiez 50% de la réalité de vos revenus réels. Donc la logique qui est de dire
Est-ce que je dois, oui ou non, venir faire de la capitalisation pour ma retraite? La réponse est évidemment oui. Et nous, ce qu'on considère, c'est qu'aujourd'hui, l'immense majorité des gens considèrent qu'ils ne sont pas éligibles. C'est pas fait pour eux, ils y comprennent rien, etc., etc. Et toute la volonté qu'on a eue dans cette logique de disruption du marché de la distribution, et encore une fois, qui est une brique de plus à l'édifice et qui n'est pas un compétiteur des réseaux de distribution traditionnels, enfin pas que en tout cas, ça a été dans cette volonté d'expliquer aux gens que s'ils sont éligibles, oui, on peut leur expliquer de manière simple pourquoi c'est le cas, et c'est charge à nous de venir adapter l'offre, la manière d'opérer pour que les gens puissent y venir. Et ça, on a réussi à le faire justement parce qu'on était dans cette logique d'intrapreneuriat et qu'on nous a laissé faire et travailler avec les acteurs historiques dans la capacité de venir adapter ces sujets-là. Donc voilà, l'innovation à travers les fintech, c'est pas une fin en soi à partir du moment où tous les autres acteurs de l'écosystème se mettent pas également en branle pour venir répondre au même objectif. Je pourrais parler 2 heures de ça, je vais juste donner un exemple. Nous, on est ultra convaincus du fait que l'UX est fondamental. Vous devez donner une expérience utilisateur qui est hyper importante. On a envie de répliquer à l'épargne l'UX de la consommation traditionnelle. Donc, en gros, aujourd'hui, c'est ultra simple de venir acquérir une paire de baskets ou n'importe quoi via un site marchand. Nous, on veut réussir à générer la même logique d'expérience utilisateur dans la consommation d'épargne, au bémol près qu'on est un tout petit peu plus régulé que quand on vend des baskets. On a évidemment des logiques où on est obligé de contrôler pas mal de choses avant de pouvoir faire investir les gens. Mais c'est un axe fondamental. Et on considère aujourd'hui, nous, que cette expérience utilisateur, elle doit être bonne à notre niveau, mais elle ne peut pas être exclusive. Je m'explique, si on arrive à dématérialiser l'accessibilité à l'immobilier, c'est bien, mais l'immobilier, parfois, même voire souvent, en tout cas en ce moment ça a du sens, ça s'achète aussi à crédit. Et bien on doit venir s'acoquiner avec des gens qui ont une expérience utilisateur forte sur le crédit online. Et donc ce qu'on cherche à faire, c'est à démocratiser l'épargne, à le rendre comme un bien de consommation en prenant en compte l'utilisateur et tous les besoins connexes qu'il peut avoir en autre et en agrégeant, en essayant d'agréger le plus possible ces réalités-là. Encore une fois, on peut le faire parce que on est une petite boîte à l'intérieur d'une grosse boîte et on a la liberté de venir agir. Donc tout ça, c'est assez important. Et il n'y a aucune raison que dans l'épargne, on ne puisse pas agréger tout cet écosystème, au même titre qu'aujourd'hui, personne ne se pose la question. Quand il va acheter un billet sur Oui SNCF, par exemple, il est hyper habitué au fait de voir qu'on lui propose la bagnole de location à l'endroit où il arrive, la chambre d'hôtel, etc. On crée bien une expérience utilisateur qui est globalisée, alors que c'est bien SNCF qui bosse d'un côté, Hertz, la location de voiture de l'autre, l'hôtel Accor ou X, Y ou Z derrière. Donc voilà, donc on cherche exactement à rentrer dans le même modèle au niveau de l'épargne. Comme le disait Antoine, effectivement, c'est intrinsèquement pas glamour. On a rarement vu des gens sauter de joie et informer tous leurs amis après avoir ouvert un contrat d'assurance vie à 5 000 €. On a vu plein de gens diffuser sur WhatsApp la nouvelle paire de baskets ou le nouveau vélo qu'ils se sont achetés. Donc voilà, et nous, ce qu'on cherche à faire, c'est à expliquer aux gens que vous devez consommer aujourd'hui l'épargne, donc comme un bien de consommation pour votre consommation épicurienne de demain, puisqu'il n'y a pas d'alternative. On peut vous l'expliquer dans tous les sens. Si on est 2 personnes à isopérimètre de salaire sur 20 ans, celui qui a épargné, quel que soit l'environnement de marché, sur la durée sera plus riche que celui qui ne l'a pas fait. Donc on aura une capacité de consommation supérieure. Voilà, moi, je pourrais en parler pendant 3 heures. Il ne reste pas beaucoup de temps. Je vais laisser parler Greg. Merci Christophe. J'aime bien écouter Christophe, on travaille ensemble depuis 13 ans parce que quelque part il véhicule aussi une des idées fortes qu'on voulait partager avec vous aujourd'hui, c'est qu'on parle beaucoup et je pense quasiment que de l'entrepreneuriat. Ça fait même des émissions de télé, on en parlait juste avant d'arriver de ce que fait M6 par exemple sur l'accompagnement de projets divers et variés. Et quand vous écoutez Christophe, et je vais vous parler rapidement après de ce que j'ai fait de mon côté au sein du groupe, en fait c'est important pour vous qui êtes pour certains d'une génération postérieure à nous, de ne pas imaginer que l'intrapreneuriat est un truc chiant et que finalement c'est quelque chose qui n'a pas d'avenir ou qui est en soi plus compliqué ou qui n'est pas aussi grisant que l'entrepreneuriat. Christophe disait tout à l'heure, et Antoine également, qu'il y a plein de choses aujourd'hui que partagent l'entrepreneuriat et l'intrapreneuriat. Ce qui distingue l'intrapreneuriat, et c'est ça que je voudrais partager avec vous en moins de 10 minutes sur l'autre projet qui est Newton Square, c'est qu'on a les mêmes contraintes au départ
qui sont de se dire, OK, j'ai une idée. Je pense que beaucoup de gens dans l'entreprise ont des idées. Je pense que beaucoup de gens dans la société ont des idées. Mais souvent, est-il simple ou pas de pouvoir les déployer? Et nous, ce qu'on peut vous dire et ce qu'on peut partager, c'est que MoneyOne ou Newton Square sont deux constats qu'on a fait en tant qu'un peu marketeux développeur. Et on s'est dit, mais est-ce qu'on est vraiment obligé de quitter l'entreprise pour pouvoir créer quelque chose? Est-ce qu'on est obligé de démissionner pour créer quelque chose? Et on s'est, Christophe, le premier avec MoneyOne, et puis je l'ai fait également avec Newton Square, on s'est bougé, on s'est motivé à se dire on va prendre notre risque aussi, en allant voir nos dirigeants, en leur proposant un business plan, en leur proposant l'idée même qu'on pouvait porter ce projet. On n'avait pas la prétention au départ de pouvoir le diriger. On s'est dit qu'on le ferait peut-être dans un deuxième temps si on est sûr que ça aboutit. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ça a bien avancé. Et donc, voilà, ce qu'on veut essayer de vous dire déjà aujourd'hui, c'est l'intrapreneuriat, c'est quelque chose qui est aussi grisant et vibrant que l'entrepreneuriat, que ça a les mêmes saveurs et les mêmes difficultés, et c'est ce qui motive en général les porteurs de projets à se lancer là-dedans, c'est qu'on recherche une forme d'adrénaline et une réalisation personnelle et professionnelle. Et là, je vais vous parler en 2 secondes d'une autre histoire. Donc, on a parlé d'épargne, de démocratiser l'épargne, et on a mis beaucoup d'énergie pour la rendre... Alors, encore une fois, il faudrait qu'on y passe 2 heures, probablement, mais c'est passionnant aujourd'hui ce qu'on est en train de faire sur l'épargne. Et on s'est dit on pouvait également toucher un autre sujet qui est totalement différent, qui est aux antipodes de l'épargne, qui est la consommation, entre guillemets, de l'espace de travail ou comment apporter de nouvelles solutions pour celles et ceux qui ont besoin d'avoir un cadre de travail différent. Et on a fait un constat relativement simple. On n'était pas les premiers à le faire, donc encore une fois, on n'a pas la prétention d'avoir inventé quelque chose. On va juste proposer quelque chose de différemment, je dirais, déroulé. C'est qu'il faut très rapidement considérer que c'est plus l'entreprise qui guide la façon dont les gens doivent travailler, mais chaque individu, finalement, est très différent et a besoin de se retrouver tous les jours quand il travaille, qu'il soit entrepreneur, intrapreneur, freelance, collaborateur, employé, membre d'une équipe, d'un département, on est en fait tous très différents. Et c'est une société aujourd'hui qui finalement nous invite à respecter notre différence. Ce qu'on appelle l'UX, en réalité, c'est personnaliser à chaque fois l'expérience d'acheter quelque chose. Donc dans le monde des espaces de travail, on a eu cette idée de se dire... C'est vrai qu'on a un petit peu de chance. On a 2000 immeubles dans notre patrimoine qu'on gère pour le compte de tiers. Donc nous ne sommes pas directement propriétaires, on le gère pour le compte de tiers. On a la chance d'avoir de très beaux emplacements. Et ben, on va essayer peut-être de ne pas renouveler systématiquement les mêmes produits avec la même approche, proposer quelque chose d'alternatif, basé sur l'expérience, basé sur le service, considérer qu'on travaille différemment, qu'il faut concevoir les espaces différemment. Et donc, Newton Square est né de cette idée de pouvoir adresser de nouveaux espaces de travail pour petites, moyennes, grandes entreprises, petits projets, moyens, grands projets, et ou pour des durées totalement différentes, puisque le concept même des espaces de coworking ou de flex office, c'est de casser le premier code qui est le plus dur à casser, c'est la relation contractuelle. Et je pense que tout le monde à peu près ici habite quelque part, ou en tout cas est passé par le bail d'habitation. Dans le commerce, dans l'entreprise, vous avez le bail commercial. Quand vous vous installez, vous devez signer un contrat et vous vous engagez pour une durée. Et ça, c'est très contrariant, parce que je pense que l'individu aujourd'hui, il n'aime pas être engagé, il a envie d'avoir sa liberté, et c'est très difficile quand vous êtes à la tête d'un projet ou d'une entreprise, de signer en bas d'une page que je vais bien rester là pour 6 ans avec tel loyer dans telle configuration. Donc Newton Square, c'est un projet qu'on a conçu, on va dire, un peu dans nos têtes. On a commencé à le gratter sur des feuilles. Après, on a collé, c'est vrai que les post-it, c'est un bon outil de travail. Le tableau blanc, on a fait beaucoup de PowerPoint. Donc ça, c'est des trucs qu'on sait bien faire au market. Donc là-dessus, on a fait ce qu'il fallait. Mais surtout, après, on a essayé de se poser des questions comme... Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas reproduire le énième concept d'espace de travail? Qu'est-ce qui va vraiment interpeller les gens quand on va bâtir notre offre? Et quelle valeur, quel mouvement veut-on opérer? Et dans l'intrapreneuriat, et je pense que quand vous écoutez Christophe, Antoine ou un petit peu Adeline, en fait, en vrai, quand on est intrapreneur, on est quand même un peu obsédé par des idées qui nous habitent et qui nous poussent à vouloir faire un peu les choses aussi comme on le veut. Et on a des convictions, c'est pas parce qu'on est employé d'une entreprise qu'on suit le mouvement. Et dans Newton Square, l'idée que j'avais, que notre dirigeant
principal aussi porteur de projet ou sponsor Xavier Pinavet, c'est qu'il faut qu'on soit vraiment, vraiment différent des autres. Il faut qu'on fasse ça d'une autre manière. Alors nous, qu'est-ce qu'on s'est dit? On s'est dit, aujourd'hui, on ne va pas aller tout de suite en dehors de France, on va faire ça en France. 2, donc si on est en France, on a envie aussi de travailler dans un écosystème domestique, c'est-à-dire le fameux, alors j'aime pas le terme nationalisme parce que c'est un peu trop politisé, mais faire plutôt travailler les gens qui sont autour de nous en priorité parce que ça fait du bien. Le localisme, donc on a travaillé avec des entreprises françaises, avec des entrepreneurs locaux, des entreprises locales, utiliser des matériaux qui soient les plus proches possibles de là où nous nous implantons, donc éviter d'aller faire fabriquer à l'autre bout de la planète, faire venir par bateau et faire monter ça par des gens qui n'habitent pas en France, ça n'a pas de sens. Et puis essayer aussi de fabriquer des lieux et des espaces qui ressemblent un petit peu à ce que les gens attendent. C'est-à-dire pas seulement retrouver le bureau qu'on voit à chaque fois qu'on va quelque part, dans une entreprise, on pousse la porte, souvent on a l'impression d'être déjà passé par là. Non, c'est juste qu'ils font tous à peu près la même chose. Donc nous, on ne voulait pas du tout faire la même chose. Donc on a par exemple mis une petite contrainte, c'est 30% du mobilier doit être chiné, récupéré. Alors le terme récupéré, c'est vaste, hein, c'est pas forcément que du bon coin, c'est aussi aller faire des brocantes, c'est aller regarder pas mal d'entreprises qui gardent leur mobilier 2-3 ans, récupérer quelques pièces qui nous intéressent, c'est de prioriser aussi l'ergonomie, la qualité au travail. J'ai rien contre les vendeurs de moquettes, mais on a détecté en discutant avec nos ressources humaines qu'il y avait beaucoup de problèmes liés aux allergies, liés au fait que la moquette, c'est pas ce qu'il y a de plus, je dirais, hygiénique. On s'est dit, tiens, partons sur des espaces qui n'ont quasiment pas de moquette, parce que ça facilitera probablement, je dirais, le quotidien de celles et ceux qui sont sujets à des allergies. Et on s'est mis comme ça plein de petits sujets, et en les additionnant les uns aux autres, on a créé un concept qu'on aime bien aujourd'hui, puisqu'on sent aussi qu'il résonne, ça s'appelle l'éco-working. C'est l'écologie, pas tant de la nature, ça je pense que c'est induit, ça je vous l'avez compris, mais c'est aussi l'écologie de la personne. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut respecter, écouter. Chaque individu a besoin de retrouver dans un espace de travail des choses qui lui parlent, qui lui correspondent. De temps en temps, il faut l'aider aussi. Donc, exemple, dans l'éco-working, on a envie de donner aux gens de bons fauteuils, de bonnes assises. Donc, on préfère mettre un peu plus de sous sur la chaise parce que c'est important, parce que ça crée des vrais problèmes après sur la journée quand on est derrière ces écrans. Et du coup, peut-être mettre moins de sous sur certains sujets de déco qui, en fait, en vrai, n'apportent pas forcément, après le waouh, une émotion forte. Et puis, au-delà de tout ça, c'est pas le tout de fabriquer des bureaux en dur et d'installer du parquet et de jolies tables. Il y a la dimension digitale qui, je pense, relie MoneyOne et Newton Square. Donc avec Christophe, on porte ça depuis plusieurs années au sein du groupe, c'est considérer qu'on ne peut pas rester en dehors de ce mouvement qui s'opère. Je vois que beaucoup de gens ont un téléphone à la main et c'est tout à fait normal, rien n'est choquant, on fait plein de choses en même temps, on écoute, on écrit, on communique. Donc nous aujourd'hui on considère que la relation avec l'espace de travail passe aussi par le digital et la digitalisation de sa façon de vouloir travailler. Donc on a travaillé avec une start-up française, on a créé ensemble une API qui nous permet de pouvoir réserver son espace de réunion, de pouvoir piloter le contrôle d'accès à la zone à laquelle j'ai le droit d'accéder, de pouvoir booker voilà, un restaurant qui m'est recommandé par la personne qui s'occupe du service et de faciliter en fait bizarrement la communication en laissant finalement plus de temps aux gens dans l'espace parce qu'on leur donne moins de choses à faire grâce au digital et considérer que le digital est un bon moyen aussi de faciliter sa journée, d'aller droit au but et de gagner du temps. Et, voilà. Et donc Newton Square, et je pense que je suis pas loin de la fin de mon temps de parole, mais je suis sûr que tu voudras rajouter quelque chose, donc je te laisse la dernière minute, c'est le complément de MoneyOne dans l'intrapreneuriat. C'est deux projets différents qui n'avaient pas du tout les mêmes ambitions, qui n'ont pas la même vocation. Modulo le fait, il faut que ce soit rentable et que l'argent qu'on nous a alloué, en tout cas les investissements qui ont été faits, soient remboursés. Ça, c'est une condition sine qua non. Mais ça répond au même code de l'intrapreneuriat, d'avoir une idée, de se dire que c'est possible même au sein d'un groupe et de pouvoir aller au bout de l'histoire et de la mettre en œuvre un peu comme on l'imaginait quand on se l'avait dessiné. Voilà.
C'est vrai que 30 minutes pour parler de tout ça, c'est quasi impossible. Mais ça a plein de vertus, l'entrepreneuriat. Donc non seulement ça permet de créer des business que le cœur business n'aurait pas fait, et c'est des business qui sont rentables. Quand on dit qu'on ne fait pas de tour de table, c'est vrai. On ne vient pas faire de levée de fonds comme des fintech ou des proptech classiques. Maintenant, on prend les fonds propres de notre actionnaire. Inutile de vous dire qu'il ne nous demande pas de le consommer gratuitement. Donc ça, c'est une première chose. Donc on a une obligation de résultat. Ça permet de raccourcir très clairement les circuits. Ça, c'est fondamental. Et donc de faire en sorte que il y a une place totale à la créativité, des circuits ultra courts, une capacité de décision qui est ultra courte puisqu'on est vraiment indépendant dans notre mode opératoire une fois qu'on a décidé de le mettre en place. Ensuite, on a là autour de la table notre petit poussé, c'est Adeline. Moi, je crois dur comme fer. Ça fait 22 ans que je travaille dans l'asset management. J'ai vécu un virage managérial ultra violent entre ce qui existait et les manières d'opérer le management il y a 20 ans et aujourd'hui. Si on veut récupérer ces talents-là, les leverager, etc., vous pouvez plus être dans un modèle managérial pyramidal, dictatorial comme ça existait avant. Vos collaborateurs, ils doivent être partie prenante de votre projet, ils doivent être intégrés, ils doivent être incentivés. C'est fondamental parce qu'ils travaillent pour eux, pour vous, pour nous. Ils ont des circuits très courts, ils ont une capacité d'eux qui est... Et j'ai jamais autant vu, encore une fois, ça fait une vingtaine d'années que je travaille dans ce secteur, ça fait pas mal de temps que je manage des gens. On a évidemment une réalité de motivation qui est décuplée de manière extraordinaire à travers ce mode opératoire-là. Et encore une fois, j'enfonce peut-être des portes ouvertes. Enfin, je ne sais pas si c'était comme ça au préalable, mais les gens, historiquement, on travaillait pour l'argent et pour nourrir sa famille. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, les gens ne travaillent plus pour l'argent, il ne faut pas déconner. Mais globalement, la new generation qui est issue vraiment d'un nouveau monde ultra connecté, elle a besoin impérieusement d'avoir et de l'argent et du sens à l'arrêté de ce qu'elle fait au quotidien. Et ce qui est génial dans ce qu'on met en place d'un point de vue intrapreneurial, donc y inclus quand vous êtes salarié de grosse structure, c'est que vous pouvez générer cette logique où vous donnez du sens aux nouveaux talents. Et donc on est ravis de tout ça. C'est quelque chose d'assez génial quand on peut le mettre en place. On a eu la chance de pouvoir le mettre en place. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, je ne sais pas si on a le droit d'avoir des questions ou pas, si on a le temps, si on est en avance, en retard. Si, super. Il y aurait 3 minutes. Si vous avez des questions, avec plaisir. Tu confirmes, Adeline, j'espère ce que je viens de dire. T'es d'accord? Oui. Allez-y. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, merci pour l'intervention. Très intéressante. Petite question, du coup, en pratique, finalement, puisque là, vous avez présenté 2 projets qui sont nés du coup dans le groupe, mais qui ont été, j'ai cru comprendre, poussés finalement par vous-même au sein de l'entreprise. Qu'est-ce que vous mettez en place dans le groupe pour favoriser les échanges entre collaborateurs ou éventuellement le fait d'émettre des nouvelles idées business au sein du groupe? C'est une excellente question. Alors, d'abord, je tiens à dire qu'on a fait Net Money One puis Newton Square avant l'Innovative Platform. C'est parce qu'on a vu que ça fonctionnait. Donc moi, j'étais salarié du groupe dans des fonctions marketing puis commerciales. Et puis, on a détecté une opportunité qu'on est venu vendre au board, qui nous a dit, OK, vous pouvez déployer sur la base 2, mais vous le faites de manière autonome et on va regarder ce que ça donne. Donc on avait envie, donc nous et le board avions envie de tenter quelque chose, mais sur la base d'une Innovative Platform qui avait aucune existence. On était simplement salarié d'un groupe qui était structuré de cette manière-là, de manière parfaitement classique. Newton Square, c'est né de la même chose. Et puis on s'est dit, il s'avère qu'on a créé 2 premières expériences, et ces 2 premières expériences, elles sont immédiatement créatrices de valeur. Pour les business units qu'on a créés, mais aussi pour le compte du groupe, parce que l'immense majorité de la réalité de ce qu'on fait, aussi bien au sein de Money One que Newton Square, on le met au bénéfice du groupe. Antoine expliquait tout à l'heure, quand on a digitalisé la souscription de l'immobilier pour le compte de nos clients finaux, on l'a mis à disposition de nos partenaires qui eux-mêmes traitent des clients finaux. Donc on a leveragé d'autres parties du groupe. Donc du coup, on a voulu effectivement ouvrir les chakras des gens à l'intérieur du groupe. Donc comment on fait aujourd'hui? C'est assez simple. On monte des demi-journées ou des journées trimestriellement avec différents membres de départements différents, enfin de gens qui sont membres de différents départements, middle office, back office, commercial, marketing, com, etc. Et on leur demande de s'interdire rien. Est-ce qu'ils détectent des choses dans leur métier au quotidien qui seraient optimisables? Au pire du pire, on ne crée pas une business unit, mais on arrive à détecter des choses et on optimise leur quotidien et on fait en sorte qu'ils soient plus productifs, tant mieux, ou en tout cas qu'ils gagnent du temps ou de l'énergie.
Et au mieux, on détecte effectivement le fait que y a un levier, le fait qu'on ait un savoir-faire en telle ou telle chose. On détecte que effectivement, ça peut prendre une position sur le marché et à partir de là, on a une réalité de fonds propres et on décide de l'allouer ou pas. Donc effectivement, où je vous rejoins, ce qui est très très dur dans la logique de l'entrepreneuriat, c'est que les gens, la plupart du temps, ils peuvent avoir d'excellentes idées, ils ont juste ils font pas le premier pas, ils se disent qu'ils vont être jugés, etc., etc. Donc on met en place des choses complètement off-site où on n'interdit rien aux gens, ils peuvent dire tout et n'importe quoi et à partir de là, on détecte ou on détecte pas le bien fondé de faire les choses. Donc ça, c'est comme ça qu'on opère. C'est surtout beaucoup de café et beaucoup de discussions parce qu'en fait, en vrai, on apprend beaucoup de choses en connaissant bien les gens qui bossent dans son entreprise et c'est vrai qu'avec Christophe, on est là depuis très longtemps et Antoine et Adeline depuis moins, mais aujourd'hui travaillent aussi de cette manière-là. C'est en allant vers les gens, en s'interrogeant sur leur métier, en essayant de faire l'effort de comprendre ce que chacun fait dans l'entreprise. Si vous avez cette envie de faire du business, ce qui est clairement le point commun entre nous quatre, ce qui nous habite, en fait, rapidement, vous voyez des opportunités. Après, on teste, on regarde si ça a du sens ou pas. Mais il faut une curiosité, une envie de faire. Et en réalité, tout le monde dans une entreprise a potentiellement une bonne idée. En vrai, ça demande juste du temps et de la stimulation pour pouvoir l'exprimer. On prend ultra souvent l'exemple d'Amazon où aujourd'hui, plus de 50% du chiffre d'affaires et du résultat d'Amazon n'est pas issu du commerce en ligne, mais issu de sa capacité à vendre sa bande passante, son cloud, etc. Et c'est bien son directeur informatique qui est venu le proposer à Jeff Bezos. Donc c'est quand même, voilà, il y a des opportunités, il y en a 1000 et elles sont pas. C'est le levier quand on fait du commerce en ligne de venir dire, écoute, j'utilise 10% de ma bande passante, je pourrais la louer ou la vendre. Voilà, c'est pas du tout la stratégie initiale. Et pourtant c'est vrai, c'est devenu le cœur business de Amazon. Voilà, nous, notre ambition, c'est de faire en sorte qu'on déniche une pépite qui soit demain le cœur business du groupe. On n'y est pas, mais c'est l'ambition. A priori, là, ça clignote partout. Je pense qu'on doit avoir fini. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à vous.